Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le monde numérique, le podcast sur Digimon. Comme chaque semaine et plus particulièrement comme chaque jeudi, ici Aldric et je retrouve mon comparse. Bonjour François. Bonjour Aldric. Comment vas-tu cette semaine? Ben ça va fort bien et vous donc? Bah ça va, moins chaud que toi visiblement parce que moi, je suis dans le nord et donc j'ai la chance, pour moi la chance, de ne pas avoir un temps trop agressif pour cet été. Hein. D'ailleurs on met un plaid encore chez moi le soir pour regarder la télé. Et toi? Incroyable. Bah là le ventilateur est allumé. Voilà. Voilà. Et donc notre semaine pleine de Digimon, comme vous le savez on est toujours à fond dans Digimon avec François. Comme depuis la semaine dernière, on lira vos commentaires au précédent podcast à la fin de celui-ci. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin pour avoir des réponses aux commentaires que vous avez pu nous laisser sur nos précédents podcasts. D'ailleurs on vous remercie toutes et tous à chaque fois de nous suivre. Il y a toujours des retours assez sympathiques, n'est-ce pas François? Oui, toujours. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont là chaque semaine, qui nous écoutent. Et donc le sujet de ce podcast cette semaine, il est écrit... Absolument pas imposé par Aldric. Absolument pas imposé par Aldric. C'est le sujet que l'on a sorti le week-end dernier. La fameuse pièce de théâtre en live action avec de vrais acteurs. Jouée donc sur 10 représentations au Japon en 2017. Et que l'on vient de sortir en VOSTFR directement sur notre chaîne YouTube. Et vous êtes déjà nombreux à avoir regardé. Oui. Voilà, François est ravi de faire ce sujet. Ah, totalement. Et d'ailleurs, dans les commentaires, je serais curieux de savoir combien de personnes ne savaient pas que ça existait. Alors, parce que j'avoue que moi, franchement, avant que t'en parles, je crois que je n'avais même pas, je savais même pas que ça existait, cette pièce-là. Je pense que beaucoup, alors je l'ai vu au niveau des commentaires Twitter, Facebook et autres, quand on a partagé, c'est samedi dernier, j'ai partagé juste l'affiche de la pièce en disant attention, teasing, ça sort bientôt, puis le lendemain on a partagé la pièce directement, et je crois que 80% des commentaires c'était ah mais c'est quoi ce truc, je ne savais pas que ça existait. Voilà, on nous remercie vraiment beaucoup et personne ne savait que ça existait. Moi à titre perso je le savais parce que je suis un addict de Digidio depuis des années et donc en 2017 ils en avaient fait un article, ils en avaient parlé et mais après c'est vrai que c'est un peu tombé dans l'oubli pour moi parce que je me suis dit bah oui ok c'est sorti au Japon mais enfin, c'est bien j'avais vu les photos promo à l'époque d'ailleurs qui sont disponibles aussi sur notre site digiadventure-fan2.fr et qui sont ou sur Digidio et qui sont vraiment pas, je trouvais que les personnages étaient pas mal mais je m'étais dit ouais, bon, bah, de toute façon, c'est cool, mais je n'en verrai jamais la couleur, je ne saurai jamais ce qui se passe dans ce truc, parce que impossible pour moi, un pauvre français, de voir ça. Et il y a 2 ans, je pense, c'était on avait une réunion avec les gens du fandub chez moi, et on regardait sur YouTube les vidéos de Digimon, et on est tombé, je sais plus si tu étais là, François, à cette réunion, quand on est tombé sur YouTube, sur cette pièce de théâtre en VOST anglais. Possible. Et en tout cas, j'ai vu que ça existait. Et là, depuis 2 ans que j'ai vu ça, je suis là à tanner le pauvre François en mode mais s'il te plaît, il faut faire la version française sous-titrée de cette pièce de théâtre. Le monde entier veut voir ça. Moi, principalement, évidemment. Et... Voilà, parce qu'il faut quand même préciser que la pièce fait genre 2h30. 2h27. Comme ça. Bon, 2h27, dont 20 minutes de remerciements à la fin. Oui, bon, alors 2 heures quand même de pièce, quoi. Voilà. Et que c'était beaucoup, et que voilà, on a beaucoup négocié pour savoir quand est-ce, comment on allait faire cette version sous-titrée. C'était repoussé, il y avait toujours autre chose à faire, de plus intéressant, de mieux. Donc voilà, François a repoussé l'échéance. Pour vous dire, j'ai même à un moment, j'ai dit bon ben, on va engager quelqu'un, je vais aller payer quelqu'un pour voir enfin cette fichue pièce. Bon, j'ai très vite fait marche arrière quand les traducteurs m'ont malheureusement annoncé les prix. Parce que, et en plus, je me suis dit, oui, ce sera des gens pros, mais qui n'ont pas toute la connaissance de Digimon. Donc, ils vont certainement passer en plus à côté de certaines choses. Et là, on a un fan parmi vous. Voilà, qui n'était de base même pas dans l'équipe, mais qui du coup voilà, a un peu rejoint notre équipe grâce à ça, qui au détour d'une conversation, je ne sais plus comment ça en est venu d'ailleurs, au détour d'une conversation, il nous demandait si nous pouvions faire la mise en page, parce qu'il voulait traduire le roman, c'est ça, Digimon Liberator ? Ouais, je crois qu'il avait proposé de faire Liberator et l'autre dont j'ai omis le nom là tout de suite. Et ce à quoi je lui ai répondu, ouais mais moi déjà, François il doit déjà, s'il le peut, travailler bref sur les sous-titres de la pièce de théâtre. Donc lui-même ne savait pas que ça existait. Et là il dit, mais je suis bilingue,
je peux vous aider, moi, je peux faire la traduction parce qu'on avait le fichier sous-titre anglais. Donc voilà, donc c'est Razael que je remercie infiniment, que je salue parce que je sais qu'il écoute chacun de nos podcasts quand il est sur la route pour aller au travail pour en revenir, et qui s'est porté volontaire et qui a subi pendant quelques jours le sous-titrage. Voilà, on avait ces petits commentaires au fur et à mesure en mode ah mais c'est quoi ce fan service, mais c'est quoi cette décision. Et voilà, il l'a fait. Et donc après bon, François a remis un petit peu en forme, notamment pour la traduction de certains termes comme Digimon Area, Digital Gate, enfin ce genre de choses. Et voilà, on vous propose sur YouTube, ça y est, cette pièce de théâtre que moi je me suis empressé de regarder dès que le fichier était prêt. François, lui, t'as un peu plus rechigné, soyons honnêtes. Oui, bah j'ai fini de la regarder juste avant qu'on enregistre le podcast. Parce qu'en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que je suis justement en train de repasser sur les sous-titres. Vraiment pour faire tout ce qui est de la mise en forme et tout ça pour que ça corresponde au mieux aux standards de sous-titrage, quoi. Voilà. Donc, et du coup, le 1er août, hein, c'est un peu le thème de cette vidéo, mais le 1er août, on vous proposera directement sur notre site la version téléchargeable de cette pièce de théâtre qui, du coup, voilà, vous pourrez la regarder de votre côté une fois que voilà, la mise en forme des sous-titres sera terminée. Et donc, un peu d'information pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Digimon Stage, hein, donc la super évolution théâtrale Digimon Adventure 3 et l'aventure du 1er août, si on devait faire une traduction française. Donc c'est 10 représentations au théâtre du 5 août 2017 au 13 août 2017, avec une sortie le 2 décembre 2017 en DVD, parce que du coup la dernière représentation a été captée en vidéo. Très propre, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'était très propre, très bien. Après, faut avoir aussi peut-être une appétence pour le théâtre, mais moi j'ai trouvé ça voilà, plutôt bien produit. Même si j'ai eu la petite surprise de me dire, tiens, mais le public japonais réagit pas des masses, hein. Oui, Niveau vrai, applaudissements et autres, c'était. Pendant un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont pas, il y a pas de public. Mais si, il y en a bien. Du coup, c'était produit par Polygon Magic, hein. Et donc c'est une pièce de théâtre officielle, mettant en scène donc 2 vrais acteurs, comme on l'a dit, avec ainsi des marionnettes en guise de Digimon, donc dans une toute nouvelle aventure. Donc peut-être parler un peu du synopsis, peut-être. Bah écoutez, je pense que oui, mon cher, hein, parce que de toute façon, on va partir du principe que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez vu la pièce. Oui, on va la spoiler, hein, donc. Voilà, ou que vous en fichez, d'être spoilé, mais voilà, de toute façon, elle est disponible sur YouTube si vous voulez vraiment la découvrir avant. Mais voilà, je pense qu'on va revenir dessus. Donc du coup, je vais vous lire le synopsis. Voilà, le synopsis officiel. 1er août, une date importante, hein. C'est un jour très spécial pour Yagami Taichi, Shida Yamato et les enfants élus. Taichi, qui a consacré son été à la pratique du football, a été invité par Hikari. Allons faire du camping avec tout le monde le 1er août. Je vous lis le synopsis tel qu'il est, hein. Ce plan a été suggéré par Koshiro et Mimi pour que tout le monde se rassemble en ce jour de mémoire. Après avoir entendu Joe occupé à étudier pour l'examen d'entrée, mais qui accepte de venir, Taichi accepte l'invitation immédiatement. D'autre part, Yamato, qui continue à jouer avec son groupe, a entendu le plan par Takero, lui, et il ne veut pas refuser l'invitation de son petit frère, et a commencé à se préparer pour le camp de façon involontaire. Nous 8 se rassemblant dans cet endroit encore, ce n'est pas une mauvaise idée, pense-t-il. Pendant les longues vacances d'été, donc les enfants attendent avec impatience cette occasion de passer le temps avec les autres en ce jour de mémoire, et le jour du camp, il y a un petit début difficile avec Mimi qui a oublié d'apporter les fournitures de camping qu'elle était censée prendre. Nous ne pouvons pas faire du camping comme ça, se plaint Joe. C'est un drôle de synopsis quand même, c'est parce que du coup ils ont mis des dialogues. Oui, c'est très étrange, hein. En plus on dirait de la traduction un peu littérale. Ouais. C'est un problème. Koshiro dit qu'il essaie de trouver une solution. Sora suit Mimi en voyant l'état actuel de chacun. Ça ressemble exactement à la façon dont nous sommes arrivés dans le monde numérique, plaisante Taichi. Et à cette époque, nous ne savions rien sur nous non plus. C'est vrai, Yamato hoche la tête. Réveillez vos sentiments d'il y a 6 ans et le camping du 1er août commencera. Cependant, le terrain de camping abrite un secret. 3 petits points. Voilà, donc le synopsis officiel, traduit du japonais du coup et qui est disponible sur Digidio. Comment résumer ça un peu mieux, parce que du coup, je le trouve pas très clair le synopsis. Donc, pour résumer ça de manière un peu plus simple, c'est une pièce de théâtre du coup qui se passe. Alors, c'est censé se passer pendant Tri. Ça se passe le 1er août. Donc ça se passe l'été. Ça se passe après Oui, ça se passe l'été, le 1er août, mais du coup, si on regarde vraiment ça s'intègre pas vraiment dans les films de Tri. Si, ça s'intègre pendant le film 3.
Ben, sauf que pendant le film 3, c'est justement le reboot a eu lieu, le redémarrage a eu lieu avant les vacances d'été. Donc normalement, ils sont pas censés avoir leur Digimon avec eux, ils sont pas censés, enfin bon bref. Peu importe, en tout cas ça se passe quelque part dans Tri. Après, est-ce que c'est vraiment le 1er août? Je ne sais pas, mais bref. En tout cas... On peut théoriser dessus. Hein. Oui, tout à fait, mais je vois pas trop où elle s'intègre en tout cas. En tout cas, on pièce, sait que Meikomon et Meiko sont pas avec eux. Voilà. Ils savent déjà que Meikomon est l'origine de l'infection. Parce qu'à la fin, l'intrigue, c'est. Ils le savent, c'est un fait établi. Et si j'ai bien... Alors, avant de tout spoiler, on va dire, l'histoire, c'est que du coup, les 7 enfants décident de se retrouver le 1er août, les 8, décident de se retrouver et de partir tous ensemble le 1er août pour aller camper là où ils sont allés camper il y a 6 ans de ça, avant d'aller dans le monde numérique. Donc là où sont arrivés les fameux Digivice, donc le camping, et dans lequel ils se retrouvent aussi à la fin de Zero Two, quand ils veulent repartir dans le monde numérique pour regagner le monde numérique. Et sauf que il y a un de leurs anciens ennemis, Etemon, qui revient et là c'est pas très. Alors je vous avoue que la pièce est un peu comme Tri, c'est-à-dire quand je l'ai vue, j'ai eu un peu du mal à comprendre exactement quels étaient les tenants et les aboutissants, mais en tout cas il se retrouve piégé dans une sorte d'espace numérique avec Etemon aussi à l'intérieur. Et c'est un endroit où ils sont en fait enfermés et ils vivent un 1er août qui n'en finit pas, quoi. Et à la fin, ils vont devoir affronter affronter leur démon intérieur. Voilà, leur démon intérieur. Ils sont un peu tiraillés entre leur envie de rester dans ce 1er août à jamais et finalement en sortir et devenir adulte, quoi. Un peu les thèmes. Les thèmes qu'on retrouve souvent dans Digimon depuis Tri, Kizuna, The Beginning et autres. Tout à fait. Alors, François, il vous résume ça, mais en étant pas très fan de la pièce. Hein, je pense que. Alors, on n'a pas du tout, avant d'enregistrer pour le coup, je ne connais pas du tout l'avis, surtout de François. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous, mais je suis quasiment persuadé qu'il n'a pas forcément aimé. À tout mon contraire, parce que je pense qu'il avait qu'une envie, c'était que je regarde la pièce et que je me dise oh tout ça pour ça, c'est nul, bouh. Mais non, moi je suis très bon public, je suis très fan de Digimon Adventure Tri de manière générale, je suis attaché à ces personnages, en plus les voir comme ça batailler à 16-17 ans avec leurs envies, leurs démons intérieurs entre guillemets, je trouve ça plutôt appréciable. Et contrairement à ce qu'il disait, oui, moi la pièce m'a paru assez claire. En tout cas, voilà, une fois que tu es dedans, il n'y a pas de doute sur ce qui se passe. Donc oui, ils sont tous tiraillés sur l'envie, en tout cas l'envie de ne pas grandir, parce que chacun avec, on va y revenir en les développant les uns après les autres, mais avec ses raisons de vraiment se revivre ce moment-là. Parce que le futur ça fait peur aussi et que ils ont ce truc, cette connexion spéciale entre eux et que ils ont envie vraiment de le revivre. Et Etemon, moi contrairement à toi je trouvais ça plutôt intelligent de le faire revenir. Je trouve ça intelligent parce que déjà sur une pièce de théâtre c'était l'ennemi peut-être le plus facile à mettre en scène, joué par un humain que tu costumes et autres, et en plus de ça c'était assez oui, il y a une vraie raison, on va l'aborder maintenant, qui est dite, c'est que après avoir été vaincu comme étant Metal Etemon par ce garçon à lunettes et sa tortue, donc Joe Zudomon, il s'est retrouvé il s'est retrouvé où déjà? J'ai oublié. Dans l'océan des ténèbres. Le Dark Ocean, merci. Qui s'est retrouvé dans l'océan des ténèbres, dans lequel était allé Ikari dans le fameux épisode 13 de la saison 2. Et le temps ne s'écoulant pas de la même manière là-bas, il y est resté 100 ans, ce qui équivaut à 6 ans visiblement, enfin ou 5 ans dans le monde réel. Et donc quand il revient, il a envie d'amour. Je sais pas comment dire autrement de ce qu'il a envie. Mais c'est pour ça que je dis que tout n'est pas très clair en fait. D'ailleurs en plus, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens parce que moi j'ai pas tout très bien compris, mais au début du coup on pense que c'est Etemon qui enferme les enfants. Et non, c'est pas lui. Et voilà, et sauf qu'en fait après on apprend que c'est quelqu'un d'autre et que Etemon lui aussi a été appelé dans cet endroit. Donc en fait techniquement Etemon sert un peu à rien. Non. S'il n'avait pas été là, les enfants auraient quand même eu à affronter. Mais non, mais Etemon il a été enfermé, donc.
mais c'est eux-mêmes qui se sont enfermés dans Totalement. ce truc. Mais du coup, Oui. Etemon ne servait à rien, quoi. Il Bah est un ouais, peu mais là c'est pour. mais c'est un peu de leur faute en effet qu'il est là parce que du coup globalement l'intrigue c'est que ils se retrouvent enfermés dans une sorte de barrière numérique dans ce camp en fait voilà et ils ne peuvent pas en sortir sauf Joe, on va y revenir parce que du coup ils n'ont pas envie de grandir en fait ils n'ont pas envie d'avancer, ils n'ont pas envie de grandir grosso modo et ils sont bloqués comme ça, ils se bloquent les uns les autres par Oui, mais sauf que tu vois, là, par exemple, tu donnes des explications sur Joe qui peut quitter l'endroit, machin, revenir et tout, sauf que à la fin de la pièce, on nous apprend que l'intégralité de ce qu'on a vu, y compris Joe en dehors là qui essaye de faire ses Oui. examens, c'était du faux. Oui. Tout est faux en fait. Donc c'est pour ça j'ai vraiment du mal à saisir un peu les. Enfin, je trouve que les explications sont pas très claires et je tout est faux. comprends Ce pas qui leur ce est qu'Etemon arrivé. vient faire là, quoi. C'est faux et oui et non. Ils l'ont vraiment vécu. Ils en ont les Oui. souvenirs. Ils l'ont vraiment vécu. D'ailleurs, Joe se dit quoi? Mais c'est-à-dire que je dois repasser mes examens encore une fois alors que je pensais avoir réussi ou quoi? C'est juste qu'ils étaient enfermés dans une sorte de monde où leurs souhaits se réalisaient plus ou moins. C'est ça qui se Mais passait. ça, Hein. on nous dit qu'ils sont qu'ils sont en tout cas dans le monde numérique, dans un espace effectivement dans un espace spécifique du monde numérique qui effectivement. Mais pour moi, exauce c'était leurs plus ou moins vœux le monde et- des souhaits. Hein. C'est le monde qu'on découvre dans la saison 2. Je pense qu'on était ni plus ni moins que là, hein, dans ce monde des Ouais, souhaits bah peut-être. où en effet tout prend vie, tout se réalise. Mais En fait, c'est pas très clair, hein, parce que à la fin, du coup, ils nous font un lien avec des histoires de distorsion, que c'est Meikumon qui les provoque et tout ça, et que Meiko est dans le monde numérique et eux aussi, et qu'il faut qu'ils aillent la chercher. C'est pas très clair du tout, en fait. mais c'est pour ça que pour moi, ça se Mais- passe le 1er août et que en effet, c'est en train de se passer au moment où ils sont dans le monde numérique, donc plutôt dans le 4e film, et où ils sont pas encore avec Meiko et Meikumon, et où ils la recherchent, et en fait, c'est juste ça. Et ils sont dans le monde numérique et ils se retrouvent bloqués dans ce truc monde des souhaits, vu que et ils se retrouvent bloqués là-dedans. Donc après. Très bien. En soi, la pièce, si on la regarde et si elle est là, elle est surtout là pour, encore une fois, nous faire redécouvrir et nous faire partager un moment avec des personnages qu'on aime. Et là, pour le coup, moi, ce que j'ai aimé dans cette pièce, c'est qu'on était servi sur... je l'ai trouvé vraiment très choral et tous les personnages ont vraiment leur moment. Tous les personnages sont vraiment bien traités, je trouve, avec leurs intrigues, leur fil rouge et leur background, quoi. Et c'est sur ça, moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Et oui, il y avait une intrigue en fond, il fallait découvrir ce qui se passait, le pourquoi du comment, tout ça. Mais moi je me suis pris au jeu et vraiment j'ai passé un très bon moment. Et en plus de ça, visuellement, je le précise, le côté marionnette des Digimon s'intègre très très bien. Enfin, je sais pas toi, mais moi très vite, j'ai oublié un peu les animateurs dans l'ombre qui étaient là pour faire animer les marionnettes. En plus, les Digimon avaient les voix originelles du cast d'origine. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Bah écoute, alors moi je vais en profiter pour donner mon avis, parce que depuis le début tu dis que tu ne connais pas mon avis et que voilà. Alors contrairement à ce que tu as dit et contrairement à ce que je pensais quand je me suis lancé là dans la fin du visionnage de la pièce, j'ai pas autant détesté que ce que je pensais. Voilà, je tiens à le dire. Je suis comme toi, en fait au tout début, j'avais surtout déjà vu, tu sais, des petits extraits, des petits machins, et en fait, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans, dans le sens où voir des personnages comme ça qu'on connaît joués par des vrais gens, c'est extrêmement bizarre. Je pense qu'on reviendra sur la distribution, mais il y en a certains où Oui. j'étais un peu en mode d'accord, pourquoi pas. Pareil, le fait que les Digimon soient des marionnettes, j'ai trouvé ça très intelligent sur effectivement comment intégrer des Digimon dans une pièce de théâtre. Voilà. Je trouvais que c'était bien pensé. C'est assez bien fait. Je suis quand même un peu partagé sur Metal Greymon Je suis et d'accord. Metal Greymon, Omegamon et tout. ouais, Oko Megamon, ils l'ont très bien joué avec juste le haut Oui, du après c'est corps, pas tout bête. ça. C'est pas Mais bête. Metal Greymon, c'est celui qui faisait peut-être le plus cheap, mais en même Voilà. temps, il fallait faire une évolution. Mais ils auraient pu jouer peut-être sur Angemon, enfin des évolutions peut-être plus faciles à mettre en après, place. je pense que, aussi une des raisons pour lesquelles ils ont fait revenir Etemon, c'est que ça justifiait le fait que comme Etemon, il peut bloquer les évolutions, ça Oui. leur permettait de pas avoir à faire évoluer les Digimon sur scène, ce qui est
pas bête parce que bon. Et en même temps, ils ont trouvé une technique très intelligente à la fin pour montrer les combats de tous, parce que du coup, sur la scène, on est sur le combat avec Metal Greymon ou Omegamon. Enfin, il y a Metal Greymon qui arrive et puis Omegamon. Mais via les écrans, on nous fait assister au combat des autres personnages via des images, du coup, dessins animés, hein, des autres Digimon évolués qui combattent les différents ennemis. D'ailleurs, parce que du coup, à la fin, Etemon fait revenir, entre guillemets, des semblants d'ennemis, voilà, tous les anciens ennemis qu'ils ont combattus reviennent, mais via les écrans. Et c'était une manière, en tout cas pour moi je trouve assez intelligente, de faire jouer la chose. Tout à fait. Et moi justement, alors du coup, alors ce que je disais, c'est que effectivement, alors j'ai trouvé très intelligent de faire intervenir les Digimon comme ça. Le fait que justement, comme tu l'as dit, qu'ils aient leur voix de la série, je pense que ça aide beaucoup aussi à se détacher du fait. Enfin, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. On oublie quand même qu'il y a des gens qui les manipulent, des marionnettistes derrière. Donc ça, c'était vachement bien. Et le détail, quand tu ne les oublies pas et que tu les regardes, c'est vachement drôle. Comme même sur leur visage, ils ont les émotions et réactions de leur personnage. Ouais, c'est fou. Oui. Donc ça reste quand même bien trouvé. Mais effectivement, moi, le seul truc que je reprocherais, c'est vraiment le scénario qui, pour moi, du coup, vire dans le fanservice. Dès qu'on creuse un tout petit peu toute la partie Etemon, le fait qu'effectivement à la fin il fasse revenir, en plus je sais pas trop comment ni pourquoi, il devient Venom Vendemon, puis il fait revenir les Dark Masters et tout, même si du coup mais ils reviennent pas vraiment, ça c'est plutôt assez voilà, clair. Ils reviennent pas vraiment. C'est des sortes de spectres, des zombies quoi. C'est pas eux. Du coup pour moi c'est vraiment la partie de l'histoire qui au final je trouve le plus faible et le moins intéressant, alors qu'effectivement tous les questionnements des personnages, je les ai trouvés très sympathiques. De voir justement comment les personnages réfléchissent, agissent et tout les uns avec les autres, d'avoir mis des personnages qu'on met pas forcément ensemble tout le temps comme Joe et Yamato. Enfin, il y avait vraiment des trucs qui étaient très sympas et donc je pense que c'est quand même intéressant de la regarder, mais faut juste vraiment pas, je pense, s'attarder sur le scénario. Je veux dire, vraiment la partie avec Etemon et tout, pour moi ça c'est on va dire pour moi c'est le point le plus faible de cette pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les personnages un par un. Comme ça nous permettra de dire ce qu'on a pensé et de l'acteur et du personnage et de l'intrigue en elle-même du personnage dans la pièce. Donc on va prendre avec Taichi Yagami, qui est joué donc ici par Gaku Matsumoto. Bon, je ne connaissais aucun de ces comédiens, vous en doutez bien. Non. Juste avant, j'ai lu une interview des trois filles, et c'était drôle parce que du coup, l'interview, elle disait, en gros, elles ne connaissaient pas Digimon, elles ont été castées et elles ont donc voilà été louées les épisodes pour rattraper un peu le retard et savoir dans quoi elles s'embarquaient. Mais je trouve ça marrant, une qui disait même, moi quand j'étais petit, Digimon c'était pour les garçons et Pokémon pour les filles, donc j'étais plus Pokémon. Voilà, même au Japon. Rigolo. Voilà, même au Japon, il y avait ce côté, il y avait Pokémon pour les uns, Digimon pour les autres. Même au Japon, il y avait cette petite concurrence, donc ça me fait un peu rire. Donc Gaku Matsumoto qui joue Taichi. Donc Taichi, qui reste le leader, le personnage entre guillemets principal, qui au début ne veut pas aller au camp de vacances. Sur l'acteur, je l'ai trouvé pas mauvais, je l'ai trouvé plutôt bien. Et toi ? Oui, pareil, je n'ai pas grand chose à redire sur Taichi. Voilà, pour moi pas mon préféré du cast, mais en tout cas plutôt bien. Sur son intrigue à lui en soi, donc du coup qui c'est quoi son intrigue à lui? Alors pour moi c'est la moins claire parce que du coup c'est Ikari qui dit que Taichi a changé. Que depuis qu'il y a eu cette idée de partir au camp, il est bizarrement heureux, et qui en fait il retombe un peu dans son truc de redevenir le chef de tout le monde et tout. Mais du coup j'ai du mal à l'intégrer avec Tri, parce que dans Tri, après si dans Tri du coup il perd un peu son truc de leader, on va dire. Mais alors, moi j'ai bien aimé.
Oui. Ouais, non, moi j'ai bien aimé qu'on ait essayé de l'associer avec des. Genre, il a été associé à un moment avec Mimi quand ils sont K2. Mm. Quand il faut reprendre confiance en lui, en soi, c'est avec Koshiro qu'on l'a associé. Et on Mm. sait que je trouve que Koshiro et Taichi, c'est un lien d'amitié qui fonctionne très bien. Et ils ont une très bonne relation tous les deux. Et même quand Ikari, alors bon, on reparlera d'Ikari après parce que je suis pas forcément aimé l'actrice. Mais quand elle pète un câble un peu sur lui et tout ça pour le rebooster, ben, je trouve que les associations qu'ils ont fait de Taichi avec les autres personnages étaient plutôt bien, même avec Yamato. Enfin, je trouvais que le Taichi Yamato fonctionnait très bien, même avec de vrais acteurs. Et voilà. Très bien. Mais du coup, oui, je suis comme toi, je sais pas trop. Je suis d'accord sur que c'était l'intrigue la moins claire. Surtout que bah, si il s'en veut, à un moment, il pense que c'est à cause de lui. Que Bah ouais, ça tout. pareil, on comprend pas très bien parce qu'on, du coup, pendant la pièce, on nous explique que cet espace a été créé par un des enfants Un des élus. 7, ouais. Ouais, voilà, mais on comprend pas trop qui, quand, où, pourquoi, comment. On sait pas trop si c'est vraiment Taichi ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tout comme C'est. Nantri, il ne sait pas, à ce moment-là de l'histoire, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Parce que du coup, pour Oui, rappel, totalement. Mais il personne ne s'oriente. sait, de toute façon. Il y a que Alors, Joe qui a découvert. on en reviendra, personne ne sait, mais certains ont des idées. Enfin, c'est juste que, Oui. voilà, c'est. Mais oui, lui, il est vraiment paumé. Et en soi, voilà, bon, mais il est égal à Taichi. Et Agumon, voilà, très mignon, très marrant, égal à lui-même, j'ai envie de dire. Ça m'a fait plaisir que, par contre, justement, à la fin, Agumon a un espèce de speech. Parce Oui, qu'alors, dans Tree, c'était terrible. Il avait été vraiment réduit au rôle de «J'ai faim, donne-moi à manger». Que là, du coup, dans la pièce, de le voir redire un peu des trucs sensés, quoi. Où justement, il commence sa phrase en disant «Bon, je comprends pas toutes tes interrogations, mais je peux te dire ça, ça et ça». Et ça rebooste Taichi. J'ai trouvé que ça m'a fait plaisir de retrouver un Agumon un peu plus travaillé, quoi, que ce qu'ils mm. ont fait dans Tree. Et juste pour l'acteur qui le joue, Gaku Matsumoto, qui joue Taichi, avait dit en interview que lui était un fan de la première heure de Digimon et étant enfant, il avait harcelé ses parents pour avoir les mêmes lunettes que Taichi. Voilà, donc pour le coup, voilà, un rôle prédestiné. On passe ensuite à Shohei Hashimoto, qui joue donc Yamato Ishida, euh, qui chante à un moment le single Oui, dans ce film. oui, Bon, oui, il chante oui. pas très bien, hein, par contre. Non, c'est pas le. Non. En termes de casting, c'est pas le plus Il- mieux bien. Ils l'ont pas pris pour sa voix, hein, en Non. tout cas pour sa jolie voix de chanson. Bah, Yamato, moi j'ai quand même bien aimé j'ai bien aimé son histoire dans la pièce. Justement, avant qu'il parte, il a une séquence avec son groupe de musique, les Night of Day, hein, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, il se prend la tête avec les autres musiciens. Bah, je trouve que on comprend. Bah, ce que la pièce vient poser, c'est vraiment pourquoi dans l'épilogue et pourquoi dans Kizuna et pourquoi à la suite il n'est pas musicien. Enfin, pour moi c'est une question qui on s'est tous beaucoup demandé. Bah ouais, Zero Tout le place vraiment. Il a un groupe de musique, il est même dans Tri, il fait de la musique et il va finir astronaute à la fin. Enfin, tu te dis pourquoi il n'a pas perçu la musique. Et en fait il le dit très clairement. La musique c'est une passion et il ne veut pas faire De il sa a passion, un de sa travail. passion un métier. Il a vu ses parents le faire, notamment sa mère, qui du coup, pour rappel, est journaliste. Et donc l'écriture, elle a fait donc sa passion, l'écriture, autre, son métier. Et le stress que ça pouvait lui provoquer à sa mère et les complications que ça pouvait avoir. Et du coup, il a pas envie de ça. Et moi, j'ai trouvé ça très intelligent. Ah oui, totalement. Je trouve que c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il reste pas trop sur ça, parce que à la fin, pareil, la discussion avec Joe est pas très claire, mais sa problématique, c'est plus, c'est lié au fait d'être enfant élu pour Yamato. J'ai trouvé ça assez bizarre. Alors qu'en plus, il touche à un moment, pareil, mais juste en une phrase, ils expliquent que justement, Yamato a peur de devenir adulte et que d'accepter en fait que tout le monde devienne adulte, parce que Mm. pour lui, devenir adulte, c'est accepter le fait que tout le monde va se séparer. Un peu certainement en lien avec le trauma de ses parents qui se sont Mm. séparés, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé ça un peu dommage, limite, qu'il creuse pas un peu plus C'est ce vrai. point-là, quoi. Mais voilà, je trouve que ça, par contre, c'était bien trouvé. Mais sinon, dans la pièce, bah, avec Takeru,
je le trouve mignon. Même s'il y a un moment, enfin, après peut-être moi qui vois du Yaoi partout, mais il y a un moment où j'ai trouvé un peu... voilà, il y a un moment d'échange Takeru Yamato. Je me suis dit, tiens, on essaie de nous revendre encore et une fois encore d'entrée ce couple de frères. Je vois pas de quel passage tu parles. C'est au début de la pièce. Bah, je l'ai plus là en tête, mais je sais que quand je l'ai vu, je sais que je l'avais noté. Je t'avais fait un commentaire en disant, what, il recommence. Bah. Mais c'est pas pire que, alors, je l'ai pas dit, c'est pas pire que, on le dira peut-être avec Etemon, que Etemon qui veut pécho, enfin qui veut pécho et qui pécho Taichi, on y reviendra après. Oh oui, très bizarre. Ça m'a traumatisé. Oui. Mais du coup, non, Yamato. Alors, le seul petit regret que j'ai dans la pièce, c'est que j'aurais voulu peut-être un peu plus de Yamato Sora. C'est vrai. Je trouve qu'ils avaient vraiment la plateforme, si on peut appeler ça une plateforme, idéale avec le côté théâtre pour vraiment aller de ce côté-là. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup laissé les couples de côté, hein, parce que je pense à, par exemple, dans Tree, certes, c'était pas le couple préféré de tout le monde ici, mais pareil, Koshiro Mimi, il est quand même vachement pas si on parle de couple, quoi. Mais non, parce que pourtant le sujet peut être posé. Il y a Mimi qui avant de dormir essaie de voir avec les autres final, c'est quoi leur crush, rien. mais on n'apprend rien à cette scène-là. Je trouve ça un peu dommage parce que vraiment ils auraient pu vraiment aller sur le triangle, hein, si vous voulez, Sora, Yamato, Taichi, et ils l'ont pas fait. Mais par contre son association avec Joe, moi j'ai bien aimé, ça m'a rappelé un peu la première saison quand ils sont au restaurant ou quand il va le sauver dans l'océan dans le Dark Ocean, tout ça. Donc je trouve que moi l'association Joe Yamato est une association qui fonctionne plutôt bien. Et puis voilà, globalement Yamato égal à lui-même. L'acteur il chante peut-être pas bien, mais il était pas mauvais non plus. Oui, le reste du temps il fait le taf, hein. Donc voilà, non, j'ai bien. Et puis Gabumon, Gabumon égal à Gabumon, hein, on ne peut que aimer Gabumon, hein. Oui. Après, dans cette pièce, les Digimon sont très en retrait, hein. Oui. On se retrouve un peu dans ce qui était au final Adventure premier du nom, Oui. dans le sens où en fait c'est vraiment c'est vraiment plus centré sur les héros humains quoi que sur leurs Digimon. Et du coup, on va penser à Suzuka Morita, Sora Takenuchi. Belle surprise, je trouve, alors que Digimon a tendance à sacrifier et à Sora, et en tout cas à ne pas savoir l'exploiter comme il faut. J'ai trouvé son exploitation dans la pièce plutôt bien, plutôt positive. Alors, moi, ça a été la surprise de la pièce, c'est-à-dire que quand je vois au final l'intrigue qu'ils ont mis dans son film à elle, dans Tree, je me dis, mais là, ils lui ont trouvé une problématique qui... Enfin, moi je dis, mais qu'on nous sorte des trucs sur Sora, quoi. En fait, il y avait des choses à dire. Ah, mais carrément. Et vraiment, moi, c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé et que je trouvais à chaque fois, voilà, un peu gâché dans les productions qu'on a pu avoir récemment. Et là, je l'ai trouvé très très bien. Je trouve l'actrice très bien. Je trouve que l'actrice joue très bien Sora. Enfin, elle était Sora. Vraiment, moi, je voyais Sora. Et vraiment, c'est problématique de... elle a envie de redevenir la maman du groupe parce qu'elle est douée pour ça et qu'elle aime ça. Enfin, vraiment, je te laisse en parler parce que toi, t'as beaucoup aimé aussi. Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et alors, moi, justement, Sora, et notamment dans Tree, en fait, elle donnait l'impression d'être quelqu'un de très posé, qui est très adulte, très mature et tout, alors qu'en fait, non, justement, dans cette pièce de théâtre, elle montre à quel point elle s'accroche à ce rôle de maman du groupe qu'elle s'est donné elle-même, parce qu'en fait, elle a peur de l'avenir et de prendre des décisions pour elle-même. Tout à fait. Elle est tellement habituée à en prendre pour les autres, justement à se mêler... pas en mal, hein, mais à se mêler de la vie des autres pour leur expliquer, tu vois, pour leur donner des conseils, mais elle sait pas quoi faire elle de sa vie en fait. Et je trouve ça génial cette problématique. Et je trouve ça vraiment dommage du coup de voir à quoi ressemble du coup ce film 4 de Tree là, où c'est juste en fait Piyomon qui lui fait la gueule pendant tout le film. Je me dis là, le conflit était quand même vachement plus intéressant que ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant pour Sora, quoi.
Mais carrément. Et donc du coup, bon, après voilà, regret que elle n'aille pas plus loin quand Mimi lui demande sur qui elle crush. Et voilà, Sora, elle volontairement, elle fait semblant de dormir, elle veut pas répondre, elle évite la question et tout. Je trouve ça un peu dommage que du coup, surtout que j'ai bien aimé, on nous a vraiment mis des scènes entre filles. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment, Tri l'avait fait aussi, hein, notamment dans le premier film quoi. Je trouve que la série n'a jamais exploité vraiment à 100% le côté un peu voilà, girl power qu'il pouvait y avoir dans le trio, notamment des filles. Et là, la pièce l'a bien exploité et j'ai vraiment bien aimé. Pour le coup, bah, notamment avec Mimi, parce que du coup, quand c'est avec Mimi qu'elle fait un peu son introspection et tout ça, et le duo Mimi-Sora, pour le coup, alors oui, il est pas inédit parce qu'on en voit de temps en temps, mais on n'en voit pas non plus des masses, en fait. C'est surtout ça. Tout à fait. Ouais, donc beaucoup aimé Sora. Bah, on va passer à Kamimura Kaisei, à savoir Koshiro Izumi. Donc Koshiro qui voit son ordinateur se faire exploser dès le début de la pièce. Donc, il ne peut pas se cacher derrière son ordinateur. Je trouvais ça plutôt intelligent, moi, de le bousiller pour qu'il soit sans son ordinateur, parce que au moins il a même, voilà, il est égal aux autres. T'as pensé quoi de Koshiro? Bah alors lui, j'ai pas énormément de choses à dire parce que... L'acteur était bien. Moi, j'ai bien aimé l'acteur. Ouais, pareil. Bah après, sans plus, moi pareil. J'ai pas ni plus ni moins, quoi. J'ai pas vraiment de choses à dire. On va dire, pour moi, c'est un des plus faibles dans la pièce. Il a pas grand-chose... Enfin, c'est ce que tu dis, c'est qu'il sert un peu à expliquer des choses sur qu'est-ce qui se passe ou quoi. Sauf que, bah, comme je l'ai dit, moi, je trouve que tout ce qui se passe en dehors de l'introspection des héros, je trouve que c'est un peu... Pour moi, c'est un peu faiblard, quoi. Ouais, donc, mais j'étais pas très... oui. Mais il a toujours été utilisé dans la série, dans les films, oui, comme totalement. l'élément explicatif pour le public. Du coup, c'est juste que... Enfin, lui n'a pas... Il y a pas vraiment ces introspections que les autres ont, quoi. Bah, c'est juste le fait que Joe, lui, sache ce qu'il veut faire. Lui, pareil, il se met à se demander. Il se dit, bah c'est vrai que au final, je m'intéresse à énormément de choses parce que je fais énormément de recherches sur Internet, mais je sais pas vraiment ce qui me passionne. Après, il a déjà il dirigeait une entreprise d'Entry, hein. Il a déjà son propre bureau et tout, donc... Mais il est paumé, quoi. C'est juste qu'en effet, il fait des choses, mais parce qu'il a l'intelligence de pouvoir les faire et qu'il a le savoir de savoir les faire. Mais oui, après, Taichi et Koshiro, là, quand ils sont ensemble, pareil, moi, c'est le Taichi Koshiro. J'aime ce duo. Et j'étais content d'en voir un peu plus. Mais c'est vrai que, par exemple, truc un peu bizarre, on aurait pu s'attendre à ce que son crush pour Mimi soit exploité, comme dans les films, et il l'a pas été du tout. Ah oui, parce que là, c'est vraiment passé sous... Enfin, c'est vraiment passé sous silence, quoi. Il n'y a aucune scène où vraiment, limite, ça sous-entend que Mimi... Enfin, qui pourrait être intéressé par Mimi, quoi. Ah, du Mais tout. de toute façon, c'est comme dans Tri, au final, je réfléchissais, là, en même temps que j'en parlais. Je me dis, au final, dès le film 3... Koshiro Mimi, c'est très vite. Mais moi, je l'ai toujours dit, à partir du moment où ils se sont pris la tête. Il y a quand même le film 4 où Mimi veut faire manger Koshiro. Bon, ouais, mais ils se sont quand même pris la tête et tout, et je pense que pour moi, Mimi, elle a mis plus d'une. Enfin, c'était clair qu'elle était pas intéressée, quoi. Ouais. Enfin, bref. Et il faut qu'ils grandissent. Hein. Et bah, en parlant de Mimi, on va passer à Marina Tanoe. Tiens, Marina, c'est un prénom pas commun pour les Japonais. Du coup, qui joue Mimi Tachikawa. Moi, perso, je l'ai trouvée excellente. Moi, j'attendais beaucoup de Mimi et Joe dans la pièce, et je trouve que l'actrice, c'est marrant parce que j'ai lu une interview de l'actrice, elle est à l'inverse du personnage, hein. Elle est pas du tout, elle est plutôt pessimiste et calme dans la vraie vie. Et moi, je trouvais que l'actrice, elle débordait d'énergie, et elle a vraiment, moi, donné ce côté peps à Mimi. Et pour le coup, j'ai toujours dit, mais pour moi, Mimi est un des éléments moteur du groupe, et je me suis toujours dit que le fait qu'elle soit partie aux États-Unis, c'est ce qui avait peut-être aussi un peu... En fait, pour moi, elle est ce lien, en fait. C'est elle qui, du coup, et on le voit dans Tri, qui, elle revient, elle organise des réunions de groupe, elle les emmène au bain machin. Enfin, elle est vraiment elle est un peu comme moi dans la personnalité, je pense que François, tu vois ce que je veux dire, mais elle est ce côté qui va être force de proposition pour réunir le groupe à chaque fois. Et je trouve... Et d'ailleurs, la pièce le montre très bien. C'est elle qui donne l'idée de la pièce, qui donne l'idée du camp de vacances. C'est elle qui relie les groupes. C'est elle qui, en fait, elle est, pour moi, Mimi,
c'est un peu le leader social du groupe. Taichi est le leader dans l'action et le leader quand il faut pour la guerre, pour les combats, pour ceci. Mais socialement, le leader du groupe, c'est Mimi. Ah oui, totalement. T'as pensé quoi de Mimi? Elle était géniale, hein. Bah oui, bah après, ils s'en sont servis de comic relief, là, donc oui, elle était sympa. Au début, j'avais un peu de mal avec Mimi. En plus, je comprenais pas pourquoi c'était elle qui insistait pour aller au camp. Tu sais, j'étais en mode, ça me paraît très bizarre. Mais surtout, pourquoi elle veut pas utiliser des éléments de confort? Ouais, elle insiste pour que personne ne prenne aucun équipement. Elle veut qu'ils y aillent dans le plus naturel possible, quoi. Bah, comme au 1er août. Ouais, voilà. Et du coup, j'étais en mode, bah, c'est très bizarre parce que ça me fait pas beaucoup penser à Mimi, quoi. Mais bon, après, dès qu'elle arrive, bah, moi, je trouvais pas, justement, parce que pour moi, Mimi, c'est genre, même au tout début de la série, c'est la première à dire, je n'ai jamais dormi ailleurs que dans mon lit. Oui, mais la Mimi de 16 ans, elle a ce côté têtu et un peu folle, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que juste après, au final, quand elle arrive et qu'elle a rien pris du tout, bah, elle a quand même pris sa petite ombrelle pour se protéger du soleil, n'est-ce pas? Et elle se rend compte qu'il y a plein d'insectes partout et qu'elle aurait peut-être dû emmener de l'insecticide. Et là, je suis en mode, ok, c'est bon, en fait, c'était Mimi, c'est juste qu'elle s'est encore un peu trop emballée. Et voilà, donc non, après ça, au final, c'est vrai que je l'ai trouvée très, très rigolote. Il y a le passage où elle demande à Ikari de lui raconter une histoire d'horreur et qu'elle fait « Ah non, j'ai trop peur !» Mais vas-y, raconte-moi quand même. Mais c'est Mimi, voilà. Elle est... ah oui. Pour moi, voilà, c'est un des personnages forts de la pièce parce que, en fait, surtout sur une pièce de théâtre, t'as besoin il faut des éléments moteurs extravagants qui, du coup, vont rythmer le truc. Ah oui, totalement. Et Mimi est parfaite pour ça et ils l'ont très bien écrite et très bien utilisée pour ça. Et oui, c'est vrai je sais plus, il me semble qu'il y avait des gens, alors je sais absolument plus où j'ai vu passer ça, mais des gens qui se demandaient pourquoi ils avaient fait partir Mimi aux États-Unis, c'était pas très logique et tout. Alors que moi, je trouve que justement, au contraire, ça permet, parce que la plupart du temps, on va dire, le caractère des Japonais, c'est des gens qui sont très pudiques, tu vois, qui ont tendance à cacher leurs émotions. Et moi, je suis d'accord avec toi, pour moi, sans Mimi, je pense que la plupart, juste ne serait-ce que pour ne pas déranger, tu vois, ils vont pas trop chercher à aller se voir tout le temps et tout. Alors que Mimi, elle a justement ce côté très extravagant, ce truc un peu, bah, c'est cette mentalité un peu plus. Bah, elle ose, elle a du culot en fait. Voilà, qui colle un peu plus à la mentalité des États-Unis ou quoi, tu vois. Elle va y aller et tout, donc je trouve que c'est tout à fait logique. Mais c'est pour ça que je trouve que finalement, avec un certain recul, le départ dans Zero Two aux États-Unis, bah oui, ça montre que le groupe est dispersé. Et d'ailleurs, on les voit les seules fois où ils sont tous ensemble, c'est quand Mimi revient, genre pour la commémoration, ce genre de choses. Et du coup, Tri, voilà, elle revient vivre au Japon et ils se revoient très très souvent. Et après, ce que j'ai bien aimé, enfin, du coup, pareil, on n'est pas allé trop loin, mais elle était là à taquiner en mode, bah oui, allez, vous avez un crush, et puis elle dit bah ouais, peut-être que j'ai quelque chose, mais en fait elle a menti. Et parce que du coup, et moi j'ai bien aimé aussi son introspection sur bah non, elle est paumée, mais parce que c'est pas qu'elle ne sait pas faire, c'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, c'est qu'en fait elle est indécise et il y a trop de choses qu'elle veut faire et elle donne des idées et du coup elle dit bah ouais, j'aimerais bien faire la cuisine, mais s'il y a la cuisine ou quoi, pourquoi pas dans la musique comme mon père, ceci cela, et ça va très bien avec ce qu'ils ont fait de Mimi et dans Kizuna et dans l'épilogue et tout. C'est pour moi Mimi, c'est clairement la nana qui va toucher à tout et avoir 20 carrières différentes dans sa vie, quoi. Ah ouais. Mais de toute façon, j'aime beaucoup parce que c'est un truc que j'aime beaucoup avec Digimon, c'est ce thème vraiment du passage à l'âge adulte. Là, je trouve c'est quelque chose qui, moi en tout cas, me parle énormément. Et justement, le fait que Mimi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que quand elle dit justement qu'elle veut toucher à tout, ils font ce parallèle, c'est Palmon qui lui dit ouais, mais quand t'étais enfant et que tu voulais toucher à tout, c'était pas vu comme quelque chose de mauvais. Et c'est là que Mimi se dit ah bah oui, c'est vrai, pourquoi est-ce que maintenant que je suis adulte, le fait de vouloir toucher à tout, ce serait aussi mal vu. Et je trouve que c'est vraiment des trucs, j'aime à chaque fois, je trouve que là où Digimon est vraiment très bon, c'est quand il touche justement à ce genre de points sur ce qu'est être adulte, ce qu'est être enfant. Quel est finalement le lien entre les deux. Je trouve ça vraiment, vraiment très intelligent et je trouve que c'est là où Digimon est à son meilleur. Donc, pour ça, au final, que je dis que je n'ai pas totalement détesté la pièce, c'est qu'il y a vraiment, je trouve, des petits moments d'éclat
qui sont quand même très intéressants, quoi. Et du coup, sixième personnage que j'ai trouvé excellent pour le comédien, c'est Yunya Motatsu, qui joue donc Joe Kido. Et pareil, là, j'attendais beaucoup de Mimi. Joe, j'ai été Joe dans Digimon, donc j'attendais beaucoup de lui. Et j'ai trouvé le comédien parfait. Il était pareil, en fait, c'est le genre de personnage qui, du coup, est assez. Prend la place qu'il faut prendre. Et voilà, et c'est un élément comique, mais en même temps un peu touchant. Et il était très drôle. Oui, totalement, oui. Et du coup, le seul qui, du coup, en effet, n'est pas vraiment bloqué dans le, enfin, entre guillemets, dans le truc, parce que lui, en fait, d'ailleurs, pendant le feu de camp, ça part de lui. Oui, voilà, il sait ce qu'il veut faire, il veut être médecin, son destin est tracé, et ça cadre bien avec le personnage. Même si, du coup, avec le recul, je me suis juste dit une chose, mais pourquoi lui n'a pas perdu son Digimon avant Sora, Taichi et Yamato? C'est une très bonne question. Donc, parce que techniquement, il était pas, parce qu'il n'avait pas encore réussi à être médecin, tu vois. Là où Sora avait réussi, ok. Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Après, c'est vrai que techniquement, on le voit quand même à l'hôpital et tout, donc oui. C'est vrai que c'est un point d'interrogation. Ouais, mais... Ah, il est interne? C'est pour ça, alors c'est qu'il n'a pas encore atteint son objectif. Mais enfin non, il y a aussi c'est juste que faire un film sur Joe et son questionnement, enfin si Joe avait été le premier à perdre Gomamon, il n'y avait pas Kizuna en fait. Oui, totalement. En plus, oui. C'est juste ça. Mais voilà, bon, en tout cas Joe, je l'ai trouvé très drôle, très bien, très leader quand il le faut, quand il faut remonter un peu les bretelles et le cran de Yamato par rapport aux autres, ces moments comiques avec Gomamon. Il était un peu plus entreprenant que... Pour moi, c'est pour ça qu'on est après, aussi, on est dans le film 3-4, parce que une fois qu'il a passé son cap dans Ketsui dans le film 2, après, Joe, il essaie vraiment de reprendre sa place de « je suis l'aîné du groupe », tu vois. Et voilà. Mais c'est marrant, parce que du coup, à leur manière, beaucoup de personnages sont un peu leaders. Mimi, leader socialement, Taichi, leader de l'aventure, Joe, Sora, maman du groupe. Joe aussi, il essaie d'être l'aîné. Enfin, chacun essaie de tirer les autres vers le haut, et je trouve ça plutôt plaisant à voir. Oui, c'est intéressant de voir le rôle que joue chacun, et on sent vraiment que dans ce groupe, chacun a son rôle à jouer, quoi, voilà. Exactement. Et du coup, il nous reste deux personnes dans le groupe. Il nous reste Takeru Takaichi, joué par Kenta Nomiyama. Voilà, qui joue Takeru, donc le petit frère de Yamato. Je sais pas trop quoi dire de Takeru pour le coup. Il était plus en support totalement. Que en lead. Mais de toute façon, au final, quand on réfléchit et qu'on creuse un peu, au final, Tree ou quoi, et puis même là, The Beginning, en fait, Takeru, il dit qu'il veut être écrivain, qu'il veut faire comme sa mère. Oui, mais en fait, c'est tout. Et encore là, du coup, il le découvre vraiment pendant la pièce, du coup, ça, qu'au final, écrire, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais c'est juste que, en fait, je me rends compte que ces démons intérieurs vraiment à lui, on les connaît pas. Parce que il les a passés, hein. Peut-être, ouais, je sais pas. Dans Zero Two, il en a eu, hein, quand quand Ken il veut faire son truc là, il se met à tabasser Ken et tout parce que du coup. Ouais, j'entends, mais au final, c'est vrai que là maintenant, enfin même là dans la pièce, au final, on n'est pas vraiment au courant de ses interrogations, de ce qu'il fait. Comme pareil, tu vois, dans The Beginning, pareil, on sait un peu trop rien sur lui, parce qu'au final, même le film de Tree, c'est un peu comme Sora, en fait, dans Tree. Lui, ça tourne autour de Patamon qui est infecté, quoi. Ouais. Mais le reste, en fait, autour, on sait pas trop ce qu'il en est. Et là, c'est pareil, on le voit un petit peu au tout début faire une farce où, justement, il prend un sac de couchage rose à Yamato, ça c'est très drôle, j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour l'embêter et tout, mais après, il a pas trop de... Voilà, il y a une petite scène avec Ikari, mais qui est pas non plus... où justement, tu sais, au début, ils reviennent justement sur le fait qu'ils ont changé par rapport à quand ils étaient enfants, tu vois. Voilà, mais pas grand-chose sur Takeru, et au final, je me rends compte qu'on nous raconte pas grand-chose sur Takeru depuis un moment, en fait. Et du coup, Ikari, jouée par Yuna Shigeishi. Bon, elle, clairement, j'ai détesté l'actrice. Je trouve que c'était la plus mauvaise du cast. Elle, je l'ai trouvée, mais criarde, chiant. Enfin, franchement, je la trouvais... je sais pas comment dire, mais j'ai eu beaucoup de mal avec elle, avec l'actrice.
Ouais, mais pareil, je saurais pas expliquer pourquoi, mais pareil, je crois que celle pour qui j'ai eu le Mais moins en de fait, facilité tu à. sais, quand elle pète un câble ou qu'elle crie, genre sur Taichi ou quoi, Hmm, c'est pas comme ça que, que Ikari aurait fait, je trouvais, en fait. Tu sais, Ikari, ben, je prends l'exemple de c'est Ikari vrai. quand elle va remonter les bretelles de Joe dans le film 2. C'est, elle est pas en mode, non, elle est ferme. Elle sait être ferme et dure, mais elle Ouais, a pas besoin de mais hausser le ça m'a ton, fait tu vois. penser un peu, ça m'a fait penser un peu à la Ikari de 02 là pour le coup, qui est, tu sais, genre, qui est tu sais, tiraillée par ses démons intérieurs, Mm. quand l'océan des ténèbres l'appelle ou quoi et D'ailleurs, tout. elle en On est. parle, et moi j'ai trouvé ça Oui, oui. très intelligent la pièce. C'est que quand Mimi lui demande une histoire d'horreur, elle raconte ce qu'elle a vécu dans la saison 2, du coup, quand elle a été happée par l'océan des ténèbres. Et voilà, bon, hein, c'est juste survolé, mais en tout cas, elle en parle. Bon, après, on sait Mm, qu'Etemon vient de l'océan des ténèbres, mais je veux dire, moi ce que j'ai bien aimé dans la pièce, c'est qu'ils ont vraiment aussi lié un peu tout l'univers et tout ce qu'ils savaient des choses, même aussi bêtes soient-elles, mm, voilà, pour poser le truc. tout à fait. Mais Ikari, oui, donc bah, ouais, elles sont liées avec Takeru, mais Pas c'est la vrai que meilleure, ouais. c'est pas la meilleure et elle est surtout là aussi pour donner un coup de boost à Taichi, pour le faire réagir, quoi. Et, Mm. Bah, c'est vrai qu'après, et de toute façon, Takeru et Ikari sont forcément un peu plus en retard sur les questions de quoi oui. faire de leur avenir, dans le sens où ils sont pas concernés immédiatement Mm. par ça, quoi. Même s'il y a quand même un petit truc sur ça où Ikari disait justement, enfin, elle expliquait, elle était en questionnement sur si elle voulait vraiment poursuivre dans la Mm. voie qu'elle avait trouvée, donc devenir, enfin, travailler en crèche ou quoi. Mais, euh, mais C'est bon, ça. voilà. Et lors des remerciements, on apprend bah, du coup que les marionnettistes derrière les Digimon jouent aussi bah, soit les membres du groupe de Yamato, soit jouent les éléments du corps de Metal Greymon, ou certains des Etemon 5, enfin, les singes de couleur qui accompagnent Etemon. Et en parlant d'Etemon, bah, on va parler, donc il est joué aussi par un comédien, par Oreno Graffiti. Et Graffiti, c'est son nom? Ah oui, Graffiti. Alors, Etemon, c'est Etemon. Il est à l'image d'Etemon. Il est what the fuck, il est loufoque, il est extravagant, il en fait des caisses. Il a un côté, enfin, il a un certain humour. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas toujours très fan de l'humour d'Etemon, mais enfin, bah, il veut embrasser Taichi et il embrasse Taichi sur la bouche. Enfin, la fin du premier acte, quand même. Enfin, moi, je sais pas Mm. toi, mais c'était bizarre. Ouais, totalement, totalement. Mais Je- c'est ça que, enfin, alors après pour moi c'est là où du coup moi je vais être un peu plus critique au niveau de la pièce, c'est que pour moi vraiment toute cette partie là, c'est pour moi ce que Razael a pu dire fan service. Mm. Pour moi ouais, on comprend pas trop ce qu'il vient faire là et pour moi en plus c'est pas, il reflète pas tant la même problématique que les enfants. Lui aussi, du coup, est quand même enfermé. Ce qu'ils expliquent, c'est que. Alors, franchement, Etemon est increvable, ça c'est incroyable. C'est que du coup, après avoir été vaincu une première fois par Taichi et Metal Etemon, il était dans ce truc où justement il voulait tellement se venger des enfants que il a survécu et puis finalement il est revenu. Alors, dans la version originale, il dit il était dans un monde des ténèbres, il dit même être revenu des enfers. Alors je ne sais pas si c'est juste une métaphore ou Mm. si c'est vraiment l'enfer du monde numérique, l'endroit dans lequel il était, quoi. Mais et là, on nous apprend que après avoir été vaincu par Zudoman, il s'est retrouvé 100 ans dans le monde des ténèbres et que pareil, alors dans cette centaine d'années, sa haine s'est transformée peu à peu en amour. Parce que finalement, entre haine et amour, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Mhm. Et effectivement, alors il veut se venger de Taichi. Pareil, tu vois, c'est pour ça, dans le sens où je dis c'est un peu facilité scénaristique aussi. C'est du coup pourquoi il en veut à ce point-là à Taichi et pas par exemple à Joe et Gomamon, tu vois? Je veux dire, C'est vrai. les deux l'ont tué, voilà. Enfin, donc bon, bref, Non, mais c'était. Voilà, c'est. pourquoi pas?
Un peu chelou. Bon, après, voilà, de toute façon, on va bientôt devoir conclure parce qu'on doit encore lire les commentaires des semaines précédentes. Donc, est-ce que Tout tu à as fait. une dernière chose à vouloir ajouter sur la pièce? Moi, je vais peut-être juste te dire que le directeur, metteur en scène et donc scénariste s'appelle Kenichi Tani, qu'il avait écrit une pièce sur le manga plus tôt, dirigé la pièce Shirohari Nasu, et écrit le scénario pour Watashi Washingo, et travaillé sur d'autres choses, et qu'il était Exactement. habile à travailler avec toutes sortes de pièces, des histoires sérieuses aux comédies, et qu'il est loué pour son talent d'écrire des personnages ainsi que pour le débordement d'originalité des pièces qu'il dirige. Et donc, produit par Polygon Magic et, et par Digimon Adventure Tree Theater Production Comité, dont fait partie la Toei Animation, et Polygon Magic. Voilà. Tout à fait. Je Donc tiens à c'était noter quand juste même. que du coup, la personne qui a écrit Kenichi Tani, du coup, n'a rien fait d'autre dans l'univers Digimon. Hein, c'est vraiment le seul truc lié à Digimon. Alors, c'est marrant parce que du coup, Mais alors, c'est bien débrouillé. il a respecté effectivement, enfin, on sent que c'est quelqu'un qui aime Digimon et qui a respecté vraiment tout ce qui était. Comme tu disais, il y a un petit détail, il y a un moment De quand l'or, ouais. Ikari arrive, elle est en mode c'est qui ce gars-là? Et puis pareil, Tailmon ne le connaît pas. Oui, c'est vrai ça, Et ouais. moi, j'ai noté quand même que si on se base sur le roman, Tailmon et Etemon sont censés se connaître. Mais on parlera un peu plus du roman Dans plus un tard, prochain n'est-ce pas? podcast. Promis, ça va venir, je vais en parler Ah oui, de toute façon, on en avait long, fait en un petit large, en sondage. travers. On a fait un petit sondage sur Twitter sur ce que vous voulez et comme podcast et on sait que vous le voulez. Pour les petits commentaires donc des semaines précédentes, enfin de la semaine dernière du moins. Donc sur le podcast, non sur la pièce de théâtre, tiens bah, il y a eu des commentaires super spectacle, pas mal la technique d'animer des Digimon par des marionettistes, nous dit Nintendo Yamato. Tifalia nous remercie pour nos efforts, merci à toi Tifalia, qu'on salue. Oui, parce que traduire 2 heures de pièce, c'est long. Oui. Hein. Razael, du coup, nous souhaite un joyeux été et bel anniversaire des 25 ans. Merci à toi d'avoir traduit. Et Super Merci Smash pour ta Boy contribution. remercie Razael et est très content. Voilà, c'est les commentaires qu'il y avait sur la pièce de théâtre déjà actuellement. Sur le dernier podcast. Poum poum poum. Alors, je reprends ici. On avait donc Adrien, toujours au rendez-vous chaque semaine, vous me vendez du rêve. Que répondre à ça? Eh ben, que j'espère qu'on va continuer à vendre du rêve. Chernabog, Nicolas, il nous dit qu'il va décevoir Aldric. J'en ai un point au cœur. J'ai appris l'existence du film Wargames ce soir en vous écoutant, mais je suis très intrigué et compte bien le découvrir. Tiens, il y a Thierry Bourdon dans la VF. Eh ben bravo. Oui, pour la Boléro, ça en fait un long crescendo de 15 minutes, l'un des plus longs de l'histoire de la musique et accessoirement une masterclass d'orchestration. L'ayant découvert dès ma plus tendre enfance, je ne l'associe pas forcément à Digimon quand je l'entends pour ma part, mais je me doute que cette franchise lui aura fait beaucoup de pubs. Je recommande le film Allegro non troppo, savoureux film italien parodiant Fantasia et dont la séquence la plus connue est accompagnée par le morceau dans une version quasi intégrale. Shigeyashu Yamauchi est bien connu des fans de Dragon Ball Z, plusieurs épisodes et films, mais surtout de Saint Seiya puisqu'il a signé plusieurs épisodes cultes, notamment le 57, la deuxième partie de l'affrontement Ikishaka, ainsi que les très appréciés deuxième et troisième films, et le cinquième plus controversé à la production chaotique, et a même été réalisateur en chef sur la première saison des OAV du chapitre Hades en 2002. Nicolas, tu vas nous rejoindre sur un podcast un jour. Il ignorait donc l'anecdote du bug de l'an 2000 et c'est un grand tort pour moi d'avoir supprimé ça tant c'était une idée géniale, je suis d'accord. Enfin, cela Oui. n'enlève rien au fait que ce deuxième film reste mon préféré et notamment pour son humour en effet. Il n'a toujours pas pris le temps de découvrir la VOST de François, mais il a déjà pu dire qu'il a beaucoup aimé le troisième film, même mal traduit, en dépit de ou grâce à son ambiance régulière et de ses aberrations scénaristiques. Des, des gosses qui parcourent le monde sans adultes et ça choque personne. Ou Alas qui parle un japonais parfait parce qu'il sort avec une nippone. Pour le quatrième, je n'ai pas été client jusqu'à présent. Cela fait en effet beaucoup trop redite avec le deuxième. Ça faisait vraiment comme une suite Disney. La comparaison est pas mal. Peut-être avec la C'est un VOST. peu vrai, hein. Parce qu'en Oui, plus, oui. ils réutilisent vraiment les musiques et tout. Donc, Et peut-être qu'avec la VST de François, je vais me réconcilier avec lui. L'anecdote n'a pas été mentionnée ici, mais les vrais, entre guillemets, se souviennent de la jaquette improbable du pseudo-film de la Sabane, avec sa mention par le réalisateur de Dragon Ball Z, allusion plus que maladroite à Yamauchi, et à son évocation des anciens héros kidnappés, intrigue pourtant absente de ce montage. En France, j'ai cru comprendre que ce truc s'est complètement vautré, et que c'est si vite retiré des affiches, d'où le fait que sa sortie avait dû être annulée dans le petit cinéma d'Aldric. Voilà pour le Digipavé. Eh ben Nicolas, je suis d'accord avec toi. Il y a Claes, que tu avais remercié pour est-ce qu'elle t'a fait un petit cadeau, qui dit oh oui, un podcast sur le roman. Je savais même pas qu'il y en avait un. Pour l'anecdote, pour le boléro, je pensais que ça venait de Digimon. J'étais choqué de l'entendre ailleurs. T'as un petit truc à dire sur le roman, non? Ça vient bientôt?
Bah, bientôt. Je sais pas si on peut donner la date déjà, mais... On va la donner après avoir lu les derniers commentaires. On a D'accord. Super Smash Bros. Toujours au rendez-vous, merci à toi. S'il y a bien un film où je ne trouve pas que la version Saban est trop faussée, l'histoire, c'est bien Boku no Wargame, surtout point de vue des blagues. J'ai trop ri quand Taichi essaie de rejoindre Yamato et Takeru et que Yamato lui dit Hey Tai, il faut que je te laisse, grand-mère vient de s'endormir sur TK. C'est vrai que c'est drôle. Je veux vous remercier, mon cher François, pour votre travail sur les Digimentales dorés. En ce qui me concerne, je trouve que la version japonaise de ce film est un peu trop dark, comme on dit en anglais. Je suis moins fan, disons, et vivement hâte à la petite surprise. Merci pour votre temps, à toi et à Aldric. Voilà, bah, t'as rien à répondre, d'accord. Donc, commentaire de... Excusez-moi, j'étais en train d'écouter, mais oui. Donc, Jérémy nous dit Coucou les amis, 2 points. Katsuyoshi Natsaru, ça ne vous dit rien? C'est pourtant le chara-designer original de Digimon Adventure. Au départ, les producteurs pensaient à Akira Toriyama, ça je savais pas. Mais ayant un planning chargé, ils se sont rabattus sur lui car il travaillait sur l'adaptation de DBZ. Il a participé aux différentes séries jusqu'à Frontier, Adventure 2020 et également Kizuna et The Beginning. Haru Aichocho Bokura no Wargame Daim a été composé par Michi Miyazaki, qui n'est autre que le frère de Hayumi Miyazaki, qui a signé Bravart. C'est sa seule contribution d'ailleurs à l'univers Digimon. Tu savais tout ça? Non, mais Jérémy est tellement calé en tout ce qui est musique, n'est-ce pas, que... Et du coup, je l'avais promis parce que du coup, on avait enregistré le podcast au moment où il mettait, c'est le dernier commentaire que je vais lire, où il mettait son commentaire sur les couples. Donc voilà, il sera déçu si je ne lis pas son commentaire là. Il était d'accord avec nous, et donc il nous remercie pour le podcast. Quelques points, il lui semble que pour Taichi Sora, ce n'était absolument pas prévu qu'ils soient en couple dans la saison 1. Ensuite, dans la saison 2, ils ont sans doute changé leur fusil d'épaule. Attention, le commentaire à propos de Digidio sur la chronologie qui n'a pas eu lieu d'être dans ce numéro. Alors, j'ai pas compris cette partie-là de ton commentaire. Digimon Tree est un produit pour les fans de la première heure qui ont grandi. Bah ça tombe bien, on a fait Tree aujourd'hui. Ils ont cherché à mettre des histoires d'amour pour le fanservice. Il fallait donc que ça ne soit pas clair entre Yamato et Sora pour développer des péripéties, même si c'est un peu décevant au final, car ça ne raconte pas grand chose. Le Takeru X Yamato, c'est du kink de Onisan, un peu comme le Taichi X Hikari qui est horrible à penser. Taichi X Meiko, c'est ridicule. Et pour le BL, il faut remettre dans le contexte. Ces doujins et d'autres créations féminines datent du début des années 2000. On était sur des représentations complètement différentes de ce que l'on retrouve aujourd'hui. Pour le Taichi X Koshiro, il y a vraiment un truc entre eux dans un des premiers épisodes d'Aventure 2020. Je suis d'accord avec François. Ça fait beaucoup de gens d'accord avec toi. Takeru, je ne le vois pas avec quelqu'un vu tout ce qu'il a vécu. Il n'y a que Hikari avec qui je trouve qu'ils vont bien, même si l'aspect fraternel me vient plus à l'esprit. Vous avez oublié de parler de mon couple préféré. Tadam, Jun X Yamato. Haha. Aldric, ça critique, mais ça a écrit du Taichi X Desuke. C'est vrai. Et pour vous répondre à vos questions à la fin, je n'ai pas de couple préféré dans Adventure, plutôt dans les autres séries, mais j'aime bien le Jun X Yamato. Donc c'est vraiment premier degré. Desuke X Hikari et Taichi X Sora ou Taichi X Koshiro pour le fun. Mais la relation que j'aime le plus, c'est l'amitié entre Daisuke et Ken, qui n'est pas de l'amour. Ouais, il flirte quand même. Jun Yamato, on l'a pas dit, mais c'est vrai que Jun, on n'a pas parlé d'elle du coup dans les couples. Mais... Ah oui, je l'ai complètement oublié. Ouais, et tu sais que moi, en préparant, du coup, on prépare un podcast sur les dramas audio, en préparant, du coup, en regardant un des dramas, et dans un des dramas, du coup, elle est à fond sur le frère de Joe, du coup. Voilà. Et ben, du coup, rendez-vous la semaine prochaine. On a déjà le sujet du podcast ou pas? Il me semble que oui. Oui, bah, je viens d'en parler dans ma tête. Mais... Bah, je viens d'en parler. Ça sera les dramas audio. Ah Donc les dramas audio. Et bah, du coup, tu voulais révéler en exclusivité la date du podcast du roman. Ça va être le 1er août. Bah voilà, comment conclure un podcast sur le 1er août. Merci à toutes et à tous et merci à toi François d'avoir été présent pendant 1 heure pour nous écouter. Avec plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires encore et encore, à vous abonner, à partager. On le dit pas assez, on m'a fait le reproche il y a pas longtemps qu'on ne le disait pas assez. Du coup, voilà, donc nous, quand on voit vos réactions, vos commentaires et tout, bah, on est content. Ça montre que ce qu'on fait, bah, c'est regarder, que c'est écouter. Et donc, puis en plus, on adore pouvoir débattre avec vous et vous répondre là de vive voix. Donc, bah, n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, que l'aventure continue encore et encore. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la pièce, et si vous saviez que ça existait ou pas. Et puis voilà. Ou allez la découvrir là maintenant si vous vous êtes fait spoiler pendant 1 heure. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.